Disney a adapté la mythologie grecque avec Superman et du gospel. Et ça fonctionne. John Musker et Ron Clements, à qui on doit en partie la renaissance du studio, puisqu'ils sont derrière La Petite Sirène et Aladdin, n'avaient qu'une seule envie, qu'un seul film en tête, et... Spoiler, c'était pas du tout Hercule, mais plutôt une relecture de L'île au trésor dans l'espace. C'est marrant, ça me dit quelque chose. Sauf que Disney, et en particulier notre bon ami Jeffrey Katzenberg, ça faisait longtemps, n'est pas super chaud, et décide, à la place, de les mettre à la barre d'un projet initié quelques années plus tôt, à base de dieux et de héros grecs, leur faisant comprendre, en gros, que si ce film-là fonctionne, alors peut-être qu'ils pourront faire leur truc avec une planète et des trésors. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu parler d'un truc comme ça. D'abord centré sur l'Odyssée, puis sur la guerre de Troie, le scénario va finalement reprendre des codes beaucoup plus modernes. Mais inutile de tourner en rond et de tout vous raconter à l'avance, le plus simple à faire, c'est de lancer le film. Bah donc, let's go. Le film commence avec une voix off, un narrateur sérieux, prêt à nous conter les exploits héroïques de Hercule. Et pour cause, puisque ce narrateur n'est autre que Ben-Hur lui-même, l'acteur Charlton Heston. Mais ça ne dure pas. He's making this story sound like some Greek tragedy. Ouais, parce que le film, vous allez le voir, n'a aucune envie de se prendre totalement au sérieux. Les 5 muses, dont une qui a aussi chaud au cul que Jiminy au début de Pinocchio, nous chantent une petite chanson d'exposition expliquant que Zeus a chassé les titans il y a des années et qu'aujourd'hui, le monde vit paisiblement pendant que les dieux se la coulent douce sur le mont Olympe. Hercule, lui, vient de naître. Et ouais, on est chez les Grecs, mais Hercule s'appelle Hercule, de son nom romain, et pas Héraclès, son nom grec. Simplement parce que Hercule, c'est un nom qui est beaucoup plus connu du grand public. Faut pas toujours chercher très loin les explications, hein. Donc le petit Hercule vient de naître, tout le monde est content d'être là pour boire un coup, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'en fout du gamin, sauf Hadès, dieu des enfers et frère de Zeus. Techniquement, c'est aussi le frère de Poséidon ou de Héra, entre autres. Oui, Héra qui est aussi la mère d'Hercule, ce qui fait d'Hercule le premier héros de Disney consanguin, j'imagine. Dans la mythologie, c'est encore plus complexe que ça, puisqu'en vrai, Hercule est bien le fils de Zeus, mais un fils qu'il a eu avec une mortelle, Alcmène, qui est ici la mère d'adoption d'Hercule. Ah, et toujours dans la mythologie, la vraie ennemie de Hercule, c'est justement Héra, qui supporte mal les tromperies de son mari. Et croyez-moi, Zeus, il se tapait plus ou moins tout ce qui bougeait. Le mec a eu des enfants avec 19 femmes différentes. Et ça, c'est que les relevés officiels. Mais ici, rien de tout ça. Zeus et Héra sont gentils, ne sont peut-être même pas frères et sœurs, on sait pas, et Hadès, lui, est bien méchant. Et d'ailleurs, on va tout de suite arrêter les comparaisons avec la mythologie, parce qu'à part les personnages et quelques références notamment aux 12 travaux, on en est loin. Revenons donc à Hadès qui, comme maléfique en son temps, tue un peu la bonne ambiance qui régnait à la fête, et tente directement de buter son neveu avec une tétine à picot, ce qui lui vaut une petite poignée de main bien virile. Ce qui est sûr, c'est que pour se débarrasser du mioche, il pourra pas compter sur la force. On a parlé il y a quelques semaines de Frollo, qui est pour moi le méchant Disney le plus intéressant. Mais ici, avec Hadès, on est peut-être devant le vilain le plus fun, original et certainement celui qui bénéficie du meilleur doublage. Il est doublé par l'acteur James Woods, que vous avez peut-être vu dans Vidéodrome de Cronenberg, Vampire de Carpenter, Casino de Scorsese, ou dans l'ultime chef-d'œuvre de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Et si vous n'avez vu aucun de ces films, vous le connaissez peut-être parce que c'était le prêtre qui a la chiasse au début de Scary Movie 2. Ouais, chacun ses références, hein, je ne vous juge pas. Trop. Tout ça pour dire, parce que je digresse déjà fort, que s'il y a bien un truc qui a été unanimement salué à l'époque, c'était le boulot de Woods dans le rôle de Hadès. D'abord pressenti comme un méchant plus classique, dans le style de Jafar ou Ursula, avec un phrasé calme et menaçant, l'arrivée de l'acteur a tout changé. Et petite anecdote, à la base, il voulait Jack Nicholson pour doubler Hadès, sauf que le book demandait beaucoup trop d'argent. Woods joue Hadès comme un arnaqueur, un vendeur de voitures, un mauvais avocat, là pour marchander un max, parlant beaucoup, vite, ne laissant pas l'autre en placer une. Le personnage doit beaucoup à son interprète puisque comme Robin Williams à l'époque pour le génie, il a pu improviser ses répliques, et donc façonner ce méchant iconique comme il le voulait. Mais revenons à nos mouflets. Hercule reçoit plein de cadeaux, mais le plus important lui est offert par son père. Pégase, un cheval ailé qu'il salue comme un vrai bonhomme. Après un échange entre les deux frères, qui nous apprend que Hadès a été chargé de s'occuper des enfers par Zeus et qu'il lui en veut à mort, et je me rends compte que j'ai le même humour que Zeus. Tu vas te tuer au travail! Ha! Te tuer au travail! Les muses reprennent leur chanson pour nous présenter un peu plus Hadès et son monde souterrain. Et on rencontre Peine et Panique, ces souffre-douleur on va dire, deux petites créatures complètement soumises à ses ordres et qui vont s'en prendre plein la gueule tout le film. Il a rendez-vous avec les moires, qui n'ont rien à voir avec Emmanuel.
en tout cas pas que je sache, 3 charmantes jeunes femmes qui ont la particularité de partager un œil, et de tenir entre leurs mains le fil de chaque vie, et tout connaître, même le futur, accessoirement. Elles lui apprennent, après quelques flatteries dont il a le secret, que dans 18 ans, les planètes s'aligneront, les titans seront libérés et que son plan, c'est-à-dire renverser Zeus et régner sur le mont Olympe, réussira, sauf si Hercule s'en mêle. Tout ça rend le dieu des enfers passablement énervé, et ça va le pousser à préparer directement l'assassinat de son neveu. Donc là, juste pour une prophétie, il va aller tuer un gamin. Pour ça, il a une petite fiole qui va rendre le bébé mortel. Oui, il a une pièce spéciale avec cette fiole qui l'évite au milieu. C'est un dieu, laissez-le faire ce qu'il veut avec son pognon. Il envoie Peine et Panique faire le sale boulot, mais Hercule ne boit pas tout. Il devient donc mortel, mais garde sa force surhumaine, ce qui lui permet de se débarrasser des 2 larbins assez facilement, alors qu'il est trouvé sur Terre par un couple qui galérait apparemment à avoir un enfant. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Vu qu'il est devenu mortel, et même si Zeus et Hera savent où il est, impossible pour lui de revenir vivre parmi eux. Il grandit donc avec Amphitryon et Alcmène, jusqu'à devenir un ado gringalet, toujours aussi fort mais surtout vachement maladroit, ce qui lui vaut d'être détesté par le village, poussant ses parents adoptifs à lui révéler la vérité. Il se met donc en quête du sens de sa vie, il veut trouver où il a sa place, et c'est évidemment sa I Want Song, reprise dans le générique par Michael Bolton, mais aussi chantée en espagnol par Ricky Martin. Une anecdote qui vient d'un abonné de longue date qui se reconnaîtra. Arrivé au temple de Zeus, la statue s'anime, lui explique qu'il est son père et que s'il veut un jour revenir vivre avec eux, il devra devenir un vrai héros. Il retrouve Pégase, qui le salue comme un vrai bonhomme, et il est parti à la recherche de Philoctète, réputé pour entraîner les héros. Et si ça vous rappelle quelque chose... Oui, bon d'accord, c'est Superman. C'est complètement la trame scénaristique de Superman. Un surhumain qui débarque sur Terre est recueilli par une gentille famille, ne se sent pas à sa place au vu de ses capacités hors du commun, et qui voyage pour retrouver son père qui, via un avatar, lui apprend qui il est réellement, ouais, c'est Superman. Quand je vous disais que les références étaient modernes, et elles s'arrêtent pas là. Parce qu'après avoir trouvé Philoctète, mi-homme mi-chèvre passablement obsédé doublé par Danny DeVito, et l'avoir convaincu de l'entraîner, on est clairement face à une dynamique à la Rocky, avec son vieil entraîneur Mickey. Grâce à un montage d'entraînement qui rappelle aussi les plus belles heures de la saga du boxeur de Philadelphie, Hercule grandit et prend enfin des formes en adéquation avec sa force. Il semble prêt, c'est l'heure de devenir un héros. En route vers Thèbes, il est alerté par un cri, celui d'après Phil, d'une DED, une damoiselle en détresse. Je suis une damoiselle, je suis en détresse, et je m'en sortirai seule. Alors bon vent. Qui a dit qu'on n'avait pas de femme forte chez Disney avant ? Bon oui, elle finira bien par devoir être sauvée, mais on en parlera plus tard. Après que Hercule et la moitié des spectateurs soient tombés raides dingues de Meg, ah ouais, donc pour leur deuxième plan ensemble, on voit littéralement que son cul. D'accord, très bien, bravo Disney. Sauf qu'on apprend directement que Meg travaille en fait pour Hadès, contre son gré peut-être, mais tout de même, elle était censée convaincre Nessus, le gros centaure pas sympa là, à se joindre à son équipe pour renverser Zeus. C'est la première fois qu'une héroïne Disney débute le film en s'associant avec le méchant, ce qui lui donne un petit côté James Bond Girl ou femme fatale de film noir. Influence assumée d'ailleurs. Elle lui apprend que Hercule est toujours en vie, ce que Hadès prend, ma foi, relativement bien, le mot-clé étant relativement, et Hercule arrive à Thèbes, montré comme la New York de l'époque, à grand renfort de jeux de mots, appelant la ville la Big Olive, là où New York est la Big Apple, ou en citant Macadam Cowboy, un excellent film de 1969 avec Dustin Hoffman et le papa d'Angelina Jolie, John Voight. I'm walking here! I'm walking here! Hey, I'm walking here! Mais qui n'a rien à voir avec Hercule. Cela dit, je suis déçu qu'il cite pas l'exemple le plus évident, aussi sorti en 69, c'est-à-dire Hercule à New York avec Schwarzy. Enfin cela dit, peut-être qu'ils le font. Je sais pas, je l'ai pas vu en fait. Herc déclare être le héros dont la ville a besoin et Hadès, qui saute sur l'occasion, le piège en le confrontant à l'hydre, qu'il bat assez facilement. Ça sent pas bon. Ah, j'ai rien dit. Mais alors, pas bon du tout. S'ensuit un combat acharné que je trouvais super cool quand j'étais gosse, mais qui, il faut bien l'avouer, a pris un petit coup de vieux aujourd'hui. L'hydre, faite presque entièrement en CGI pour des raisons pratiques, en gros ils avaient la flemme de dessiner chaque dent sur chaque tête pour chaque frame, ce qui peut se comprendre. Bah elle jure un peu, malgré le soin apporté à la bête, qui devait, selon les réalisateurs, s'approcher le plus possible des dessins pour créer l'illusion. Parfois ça fonctionne, mais au plus il y a tête, au plus ça se voit. Par contre, il y a d'autres utilisations des images de synthèse qui passent, pour moi, beaucoup mieux, comme ces nuages qui reforment une colonne,
ou le lit de Hercule qui se matérialise. Il bat l'hydre et ça y est, son vrai parcours de héros débute. On le voit vite fait pendant une nouvelle chanson des Muses, de Zéro en héros, la plus iconique du film, accomplir certains des 12 travaux, mais le film a encore une fois une vision très moderne de la chose, traitant Hercule comme une star, un sportif ou une célébrité, comme le montre cette référence très claire à Michael Jordan. Il a ses hordes de fans, une richesse à ne plus savoir quoi en faire, des produits dérivés à l'appel, et même une dépouille de Scar parce que le film n'était plus à une référence près. Tout ça lasse rapidement notre protagoniste, mais surtout, ça ne fait pas de lui un vrai héros, comme il va l'apprendre lors d'une nouvelle visite à son père. Et c'est là que Hadès va utiliser sa dernière carte. Bah oui, évidemment que c'est Meg. On en apprend un peu plus sur elle, on sait maintenant qu'elle a vendu son âme à Hadès pour sauver son mec, et que ce con s'est barré avec une autre. Donc bon, on peut comprendre que la belle ne soit pas super chaude à l'idée de retenter une relation, surtout si c'est pour aider Hadès. Mais il va lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Your freedom. Ils passent la journée ensemble, elle est très frontale dans son approche et lui est clairement sous le charme, mais trop débile pour oser tenter quoi que ce soit. Et quand il est enfin près du but, c'est Phil qui vient tout niquer. Meg chante, Elle chante. confessant à demi-mot qu'elle aussi commence à tomber amoureuse, ce qui est subtilement montré plus tôt quand elle se pique avec la flèche de Cupidon, et Hadès comprend qu'il est temps de passer à l'action lui-même. Parce que même si Meg n'a pas trouvé de faiblesse physique chez Hercule, elle est devenue sa faiblesse, maintenant qu'il tient à elle. Une conversation entendue par Phil qui va tout rapporter à Hercule. Hercule ne va pas le croire bien sûr, et finira même par se mettre son entraîneur à dos. Reprenant ses manières d'avocat véreux, Hadès négocie avec Hercule, qui se retrouve maintenant seul, vu que même Pégase a été séduit puis capturé par Peine et Panique. Il lui enlève sa force, pendant 24 heures, tout en promettant qu'il n'arrivera rien à Meg, qu'après tout ça elle sera libre, et il lui confirme qu'elle travaillait pour lui depuis le début. Quel enfoiré. Tout ça se passe exactement quelques minutes avant l'alignement des planètes, et avec désormais Hercule hors de son chemin, Hadès peut marcher vers l'Olympe avec ses titans, prêts à détruire Zeus, le cramer, le geler, le souffler, bref, se venger de ce qu'il leur a fait il y a des années. Histoire de finir le boulot, Hadès envoie l'un des titans tuer Hercule, et c'est un combat assez intéressant parce que ce gros cyclope là est un peu la personnification d'Hercule. Très fort mais con comme une brique. C'est pas méchant, hein, c'est comme ça qu'Hercule est montré dans le film. Il est pas super malin. Ne pouvant plus compter sur sa force, il est obligé de ruser pour battre le titan, et là... Hercules, look out! Meg! No! Logiquement, elle est plate de chez plate et ses boyaux sont sur le sol, mais comme on est chez Disney, elle a juste un peu le souffle coupé et meurt lentement. Sa rédemption, cela dit, est totale. Elle a sauvé Hercule, malgré qu'elle ait passé le film à aider son ennemi à arriver à ses fins. Étant donné que le deal n'a pas été respecté puisque Megara a été blessée, Hercule récupère ses pouvoirs et va vite aider les dieux à vaincre les titans. Bah oui, fais la fête, c'est pas comme si ta copine était en train de crever en bas. À force de faire l'abruti, il arrive trop tard, mais comme Superman qui remontait le temps grâce à sa vitesse, pour sauver Loïs dans le film de 78, Hercule va également devoir tout donner pour sauver sa bien-aimée. Et dans le genre tout donner, ouais, ça se pose là, puisqu'il va sauter dans le Styx pour récupérer l'âme de Meg. Styx qui change de niveau en quelques secondes, mais c'est un fleuve magique qui contient les âmes des morts, donc on va pas s'arrêter sur un si petit détail. Un saut qui rend Hadès très heureux, puisqu'il est normalement impossible d'en revenir vivant, sauf si on est un dieu. En se sacrifiant pour quelqu'un d'autre, en étant prêt à donner sa vie, Hercule a enfin mérité son statut de dieu, et survit ainsi à sa petite baignade en enfer. Il dégage Hadès, qui s'en sort beaucoup moins bien que lui, fait revenir Meg à la vie, et est accepté sur le mont Olympe. Ouais, sauf que maintenant, c'est plus trop ça qu'il veut. Il décide de rester sur Terre avec Meg, ça s'embrasse, tout est bien qui finit bien, the end. Et je pense que vous l'avez compris, mais j'aime beaucoup Hercule. Reçu tièdement à l'époque, ne faisant pas des scores dingues au box-office, pas aidé par une année ciné particulièrement faste. Il terminera par exemple derrière Men in Black, Jurassic Park 2, Titanic, Batman et Robin ou Georges de la Jungle, alors que les producteurs voulaient en faire un film pour tous les publics, qui devait plaire et parler à tout le monde. Petite déception de ce côté-là du coup. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens qu'on ne connaissait pas vraiment le ton du film, et à première vue, la mythologie grecque, c'est pas forcément pour les enfants. Par exemple, ma mère n'a pas voulu que j'aille le voir en salle. Elle pensait que ça allait être trop violent. Bon, en même temps, à l'époque, j'avais peur de E.T. et Gargamel, donc elle a peut-être eu raison. Et donc, plutôt que de toucher tout le monde, ça a divisé le public, et les critiques, qui n'ont pas trop compris le projet et ont été déstabilisés par les visuels du film. Et ça, il faut se pencher un peu dessus. Pour les premiers designs des personnages, et du monde en général, Disney s'est attaché les services de Gerald Scarfe, un dessinateur anglais connu entre autres pour avoir bossé sur The Wall,
de Pink Floyd. Et quand on voit la patte graphique de The Wall, on peut dire qu'on est assez loin de Disney. C'est grâce à lui qu'on va avoir des personnages plus angulaires, avec des traits moins ronds, moins mignons, même s'il y a bien sûr eu une Disneyification de son boulot. Ce qu'il n'a pas toujours compris, comme sur Peine et Panique, que leur animateur voulait mignon, ce qu'il trouvait bizarre vu qu'ils étaient censés être méchants. Mais globalement, tout s'est très bien passé, et il avoue avoir lui-même commencé à rendre ses dessins plus adaptés à Disney. C'est flagrant sur Hadès ou les Titans, par exemple, mais aussi sur Megara, dont les yeux, très fins, sont très loin de ceux des autres princesses Disney, caractérisées en général par des yeux bien ronds et expressifs. Ça permet aussi de poser le personnage, ça la rend plus adulte, plus mature, on voit qu'elle a vécu des choses, qu'elle a eu des aventures et des copains avant Hercule, et elle ne ressemble à aucune autre héroïne de Disney, dans son design comme dans son écriture ou ses dialogues. Pour moi, c'est le genre de film qui n'est pas parfait, mais auquel j'ai pas grand chose à reprocher en fait. Les chansons sont cool, avec une petite préférence pour celle de Hercule, divisée en 3, qui se répondent, chacune avec une émotion différente. Aucun personnage n'est irritant, même pas Phil, ni Peine ou Panique, alors que j'ai tendance à moins aimer les comic relief avec le temps, puis c'est super bien rythmé. On voit pas passer la petite heure et demie. C'est pas le plus profond ou celui où il y a le plus à analyser en comparaison avec le bossu de Notre-Dame par exemple, mais c'est résolument l'un des plus fun des 90s, voire de l'histoire de Disney en fait. Si je veux être chiant, je dirais que Cerbère est beaucoup trop peu utilisé alors que son design est super cool, mais on va dire que ça a été corrigé par Kingdom Hearts, hein. Jeu que j'ai toujours en projet de streamer un jour quand j'aurai compris comment fonctionne Twitch. Et fait assez rare pour un Disney des 90s, il a pas eu de suite. Non. C'est le seul en fait avec Bernard et Bianca, qui était déjà une suite. Il y a par contre eu une série qui se passe pendant l'entraînement du jeune Hercule et ça fait 65 épisodes, j'ai pas le temps, sorry. Mais de ce que j'en ai vu, ça part dans tous les sens et ça ne semble pas vraiment respecter la chronologie du film, puisqu'il rencontre souvent Hadès, qui n'est pas encore censé savoir qu'il a survécu, Meg, dont il tombe amoureux avant que leur mémoire soit effacée, et même Aladdin, dans un épisode où Jafar vient rendre visite à Hadès. Dans tous les sens, je vous dis. Ça a l'air un peu marrant, hein. Genre, il y a un épisode qui s'appelle Hercule et le week-end des parents. Hercule au bal, Hercule et les enfants, ou Hercule et la fête à la piscine. Mais 65 épisodes, j'ai pas eu la force. Surtout quand la moitié a l'air d'être des adaptations des livres pour enfants Martine. Sérieux, si vous remplacez Hercule par Martine à la moitié des épisodes, ça garde du sens. Regardez, Martine et la nuit arabe, Martine et le grand soir, étonnamment ça prend un autre sens j'ai l'impression. Martine et la nuit blanche, Martine et la visite de Zeus. On va s'arrêter là je pense, ce sera mieux. Bref, perso j'adore Hercule, c'est l'un des Disney que je revois avec le plus de plaisir, et le redécouvrir pour cette vidéo a été un vrai kiff. Il mérite pour moi un bon 16 sur 20. On se retrouve ce week-end pour une petite vidéo spéciale, où on va revenir sur les 100 ans de Disney, et où j'aurai une annonce pour la suite de la chaîne, et la semaine prochaine, on passe déjà au prochain Cinépop Disney avec Mulan. Ciao!